Comment tu fais pour faire ça? C'est quoi? Je marque quoi Ben, ta page? Cathy Labarre, hein, je sais pas quoi dire là. Moi, D'accord. je sais pas le. Ouais, ouais. Et puis du coup après je récupérerai la Et tu le vidéo. récupéreras après, quoi, hein, parce que là, Voilà. franchement, Ouais. Alors, on marque les problèmes là, c'est pas possible pour eux, quoi. techniques. Faut les renvoyer, quoi, Ouais. vite. Non, non, problème technique. Euh, Suivez le direct avec Cathy Labarre. Hop, Cathy Labarre. Donc, on va Audio. peut-être y arriver. Voilà, maintenant, je suis franchement désolée, autant que Brigitte, de cet incident. Donc, je vais vous demander, au moment que vous arrivez, de mettre un mot sur le côté pour me dire que vous êtes bien là, que vous nous avez rejoints. Voilà, c'est les imprévus du direct, avec tous les désagréments que ça peut engendrer. Alors moi je vais faire. Du coup je suis obligée de couper le téléphone, hein, Cathy, Voilà, pour et pas te gêner sur ton bascule tout le direct. monde sur la page, Brigitte. C'est bon? Oui, pour moi, j'y suis, c'est bon. J'attends d'avoir Super. un signe. Voilà, fais-moi un signe sur Voilà, le côté voilà. pour me Ok, dire voilà moi que je te tout le monde marque. est là. Alors je marque je suis là, moi. Donc là, ça sera la photo dont tu m'as dit tout à l'heure, hein. Hop, voilà. Tu vois? Donc j'attends un signe. Voilà, ça y est, Brigitte est là. Est-ce que tu peux renvoyer les autres personnes en envoyant Oui, un j'ai mis. message? Voilà. Voilà, j'ai mis rejoindre la page Cathy Labarre sur le truc et je vais diffuser sur mes autres pages, Cathy, pour Voilà. qu'ils te rejoignent. D'accord? Je te remercie, Cathy, et puis les problèmes techniques. Merci à toi. Allez, à tout de À tout de suite. suite. Voilà, vraiment, bonjour. Je suis désolée, vraiment désolée de cet incident. Indépendant de ma volonté, vous en doutez, indépendant de la volonté de Brigitte. Donc, on fait au mieux, mais vraiment, des fois, la flexibilité comportementale s'impose. Pas seulement au niveau de la pandémie, après, vous allez voir, elle s'impose à tous les aspects de nos vies. Et là, encore plus, parce que je pense que les serveurs sont surbookés, les réseaux sont très très sollicités et donc on se retrouve effectivement avec des problèmes techniques. Alors le problème technique au premier degré ne me perturbe pas, par contre il commence à me perturber vis-à-vis du respect que j'ai pour vous parce que j'ai beaucoup de mal à accepter que voilà le fait que vous ayez pris votre temps depuis ce matin, le fait que vous nous ayez rejoints, que vous subissiez la technique, là j'aime beaucoup beaucoup moins. Voilà, moi je l'assume, ça ne me gêne pas, mais par contre vis-à-vis de vous, ça prend des proportions qui me dérangent juste par respect, par éthique et par déontologie. Voilà. Donc je vous demande 2 minutes si vous voulez bien. On va attendre que les personnes arrivent parce que Brigitte est en train de mobiliser les personnes qui étaient sur sa page et sur ses pages à nous rejoindre, ce qui n'est pas chose très très simple. Donc merci, merci de me mettre, voilà, comme vous l'avez fait, pour me dire que vous me voyez, que vous m'entendez. Voilà, donc ça me fait énormément plaisir de vous retrouver. Et donc, si, voilà, je n'abuse pas de votre temps, je vous demande qu'on attende 1 minute de plus pour que Brigitte ait le temps de prévenir qu'on a basculé en direct sur ma page. Je ne voyais pas d'autre moyen puisque techniquement, les choses ne s'harmonisaient pas. Donc, la proposition de basculer sur ma page, comme on l'a fait pour notre méditation mondiale, vous voyez, décidément, ça va devenir du récurrent. Donc, j'espère que tout le monde va bien, que tout le monde n'est pas tellement angoissé par cette reprise du 11. J'espère. Je pense que certains d'entre vous, voilà, sont amenés à redémarrer le 11, je pense. Donc Brigitte, est-ce que tu peux me faire un signe pour me dire si on peut démarrer? Me faire un mot dans le chat, voilà, pour que je puisse savoir quand démarrer. Donc j'ai perdu Brigitte. Donc je lui envoie un SMS, voilà, si ça vous embête pas. Voilà, je vais lui demander si elle est là. Bon, tout va bien, voilà. Merci Franca. Merci beaucoup, voilà. Je suis très contente.
Voilà, Patrick est là, donc voilà. Bonjour pour les personnes que je connais pas, bien évidemment. Voilà, je suis voilà, c'est bon, Brigitte. Donc nous allons y aller. Alors on va modifier un peu les choses parce que Brigitte devait me présenter puisque c'est elle l'organisatrice de cet événement. Alors pourquoi j'ai répondu à cet événement compte tenu des de l'emploi surbooké que j'ai par rapport à mes missions dans le cadre de la pandémie? Parce que c'était dans un but, dans un second temps, de récupérer des fonds pour pouvoir les offrir aux personnes qui en ont le plus besoin au niveau des hôpitaux de Paris pour nos soignants et pour leurs besoins. Donc c'est ce qui a fait, ceux qui me connaissent le savent, que j'ai été très touchée par cette démarche. Voilà, puisque vous le savez, je ne suis pas du tout dans le marketing, ce n'est pas du tout mon fil conducteur, ce n'est pas mes priorités nationales, mais le fait qu'il y ait une volonté de réunir beaucoup de personnes et des leaders pour pouvoir ensuite récolter des fonds et les offrir à nos soignants et nos hommes et femmes de front, là, c'est complètement différent pour moi. Donc voilà, je ne vais pas me présenter en détail parce que bon, il y a beaucoup de gens qui me connaissent. Donc je vais essayer d'être très synthétique pour ceux qui me connaissent pas. Je suis Cathy Labarre, donc je dirige un centre d'ingénierie de formation. Donc j'ai un cursus universitaire. Je suis socio-analyste, ingénieur de formation également. Et j'interviens en tant que conférencière internationale et triple certifiée nationale au niveau ministériel pour construire de l'ingénierie, aussi bien pour les organisations privées que publiques. Voilà. Et donc, dans le cadre de la pandémie, j'ai mis à contribution mes champs d'expertise parce que ça me semble incontournable sur le plan humain. Donc, j'ai 50 casernes à mon actif de pompiers. Les pompiers sont un public que j'aime inconditionnellement, que j'ai formé, que je continue à être très, très, très proche. Et donc, dans le cadre de la pandémie, avec tout le respect que j'ai pour les soignants, pour former moi-même les cliniques, et devant un petit peu l'agacement que j'avais de parler uniquement des soignants, parce que bon, moi j'accompagne les pompiers, je suis aussi également consciente de ce qu'ils font pour être assez en caserne, et donc j'étais un petit peu agacée qu'on ne mette en avant que les soignants. Donc j'ai créé sur mon territoire une cellule d'urgence qui permet effectivement en priorité de venir aux pompiers, aux gendarmes et à tout ce qui est vraiment sur le front, bien sûr les soignants, bien sûr, mais les pompiers, parce que je pense effectivement qu'au niveau militaire, au niveau pompier, il y a eu quand même des grands oublis qui m'étaient moi inconcevables. Donc c'est passé sur la presse de mon territoire. Ma cellule fonctionne tous les jeudis après-midi, bénévolement bien sûr, où les gens peuvent s'inscrire pour un rendez-vous individuel avec moi en toute confidentialité et où on travaille les problématiques qu'engendre effectivement la pandémie et les gens qui sont sur le front, parce que les problématiques qui sont engendrées, sachez-le, sont très très lourdes, même sur certains de nos territoires, on ne mesure pas à quel point. Ensuite, je fais partie également, j'ai rejoint les sentinelles nationales de la nation et j'ai rejoint effectivement la SPFP qui est composée de militaires et pour lesquels je suis également en tant que bénévole les personnes qui interviennent vraiment sur le front dans les hôpitaux de Paris, qui sont composées effectivement en termes de renfort de pompiers de Paris, qui sont composées de militaires des forces armées et qui sont composées bien sûr des personnes de la gendarmerie que j'accompagne bénévolement et que j'accompagne sur effectivement des préventions de post-trauma. Donc j'ai mis complètement, vous pouvez le voir, l'ensemble de mes expertises pour servir et me mettre complètement au service. Alors, je suis également dans mes fonctions quelqu'un qui, depuis déjà 5 ans, prévient les mutations sociologiques, que nous n'avons jamais été en crise depuis déjà 5 ans, que nous étions dans des phases de mutation sociologique qui allaient renverser, j'ai envie de dire, complètement ce qu'on peut imaginer de la société telle qu'on l'a connue. Mais je vous avoue que j'étais loin de me douter par quelle porte d'entrée arriveraient nos mutations, même si je le savais, je suis à côté de vous, je fais juste une manip sur l'autre ordi, voilà. Et j'étais loin de me douter, si vous voulez,
de quelle manière aller rentrer en forcing ces mutations sociologiques, même si sur un aspect purement prospectiviste, c'est ce qu'on va parler maintenant, on va à un moment donné changer vraiment de société. Alors bien évidemment, j'étais convaincue, comme beaucoup de prospectivistes, comme mon ami Jean Stone, comme Luc Ferry, comme beaucoup de références dans le prospectivisme, bien évidemment, comme Lévy, Marc, on était convaincus, bien évidemment, que c'était quand même beaucoup la dynamique sociologique qui allait amener ces mutations. Et nous étions quand même beaucoup convaincus que c'était nos jeunes, notre jeunesse, nos jeunes en devenir, vos enfants, les miens, qui allaient amorcer complètement cette mutation. Pourquoi? Parce que nous étions déjà rentrés dans une période de perte de sens et nos jeunes ne voulaient pas de nos modèles et je ne peux que les encourager à refuser notre modèle qui est moyenâgeux, qui est complètement obsolète et qui fait que notre société était déjà malade depuis quelques années. Voilà. Je suis également, entre parenthèses, experte du burn-out, auteur de Libérez-vous du stress, halte au burn-out. Et là, mon prochain ouvrage, à la suite de mon éditeur et de sa demande, qui va être publié dans plusieurs pays du monde à la fin de l'année, sera un ouvrage à leur demande sur le burn-out qui est beaucoup plus technique et beaucoup plus sociologique. Donc, cela dit, devant le nombre déjà de dégâts que j'avais sur le plan humain au sein des entreprises, au sein des structures privées, publiques, j'étais convaincue que les mutations allaient arriver par nos jeunes. Et là, la pandémie arrive, une pandémie mondiale. Donc, je vais partager avec vous des phénomènes sociologiques qui sont importants, mais j'aimerais vous donner un cadre qui me semble incontournable. Quoi que je puisse vous dire, je ne suis pas dans le catastrophisme. C'est très important sur le plan prospectiviste et sur le plan des mutations sociologiques de définir ce cadre, car même si je dis des choses qui peuvent vous paraître quelque peu inquiétantes, dirons-nous, parce qu'il y a le discours de la télé, il y a le discours de la réalité que nous avons sur le terrain avec les hôpitaux de Paris, avec les forces de l'ordre, avec les forces militaires qui interviennent en première loge et avec, bien évidemment, les pompiers et toutes les autorités. Et il y a vraiment ce devenir qui est quand même dans une phase d'incertitude. Donc, peu importe ce que je vous délivre, je vous demande sincèrement de ne pas confondre mon discours avec le catastrophisme, mais mon discours est juste empreint d'une lecture sociologique en tant que socio-analyste et prospectiviste. Donc, il faut comprendre là, aujourd'hui, un point important. Quand on emploie le mot pandémie, il faut savoir qu'une seule autorité au monde a la légalité sociologique, juridique de porter le mot pandémie. On peut employer au niveau de plusieurs pays, je dirais même de l'Europe, on a le droit d'employer le mot épidémie. Au niveau d'une pandémie, seule l'Organisation mondiale de la santé a le droit de poser dans le cadre le terme de la pandémie. Personne d'autre sur la planète n'a le droit d'emprunter ce mot. Et quand l'Organisation mondiale de la santé a déclaré pandémie à la place d'épidémie, là, on pouvait déjà rendre compte et accepter l'idée que c'était vraiment quelque chose de très grave qui allait se dérouler sur le plan mondial. Donc ça, c'est un premier point qu'il est de mon devoir de vous partager juste pour que vous preniez l'ampleur un petit peu du phénomène. Deuxième aspect, on a été effectivement contraint de comprendre, il y a deux champs, je dirais, qui sont en train de se décliner. Il faut que vous les sachiez, on va les partager ensemble parce que j'ai envie de vous donner une lecture qui n'est pas une vérité, je déteste le mot vérité, mais qui est une lecture du point de vue de mes interventions et de mon champ d'intervention professionnelle. On a une lecture politique, d'accord, qui est face à cette pandémie depuis le début et qui va s'accélérer, sachez-le. Et qu'est-ce que je veux dire quand je parle d'une lecture politique économique? Ça veut dire qu'on est en train d'axer et de regarder la période d'après-confinement comme une réponse économique en termes de priorité. Et donc, tous les axes des décisions qui vont se prendre sur le post partiel ou total de l'après-confinement
vont être pris en fonction, non pas du comité scientifique, mais risquent d'être en dominante du côté économique. Et ça, c'est important que vous l'entendiez, parce que ça vous permettra, quand je vous donnerai des conseils, d'appréhender également sur un autre point de vue. Et ensuite, on a un deuxième courant qui est un peu en opposition, même si vous vous en rendez pas compte, qui est le courant médical du comité scientifique médical et autres. Et donc, on voit bien que là, on est arrivé à un stade où au départ, on avait deux courants qui étaient complètement unis, puisqu'on a opté pour la priorité du comité scientifique médical, du moins en France, puisque dans d'autres pays, le comité scientifique médical n'est pas forcément la priorité absolue, mais chez nous, ça l'est, du moins reconnu comme tel, donc je ne vais pas en débattre là-dessus. Et aujourd'hui, depuis qu'on a remis, je dirais, l'inquiétude économique par rapport à toutes nos organisations, je suis moi-même dirigeante depuis des années, on se rend bien compte effectivement que l'aspect économique et sociétal va nous engendrer dans des choses qui vont être très, très complexes à vivre pour une partie de la masse collective que nous sommes. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a deux courants qui sont en train de se séparer. Ils sont pas en opposition, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire. Je veux dire que les décisions qui vont être prises, les orientations qui vont être prises ne sont pas du tout données sur la même lecture parce qu'ils ne sont pas, au départ, analysés avec les mêmes critères. Quand on regarde la situation de la pandémie sur le plan économique, qu'est-ce qu'on voit? Je vais être clair avec vous, d'accord? J'essaie effectivement de ne pas divulguer les informations officielles nationales, mais je vais quand même vous brosser le terrain. Sans être dans le catastrophisme. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? On a une partie de la population, alors je parle pas que de la France là, hein, puisque bon, j'interviens également sur nos voisins. Sachez qu'on a une problématique économique qui va modifier complètement le contexte sociologique et qui va nous amener à des ruptures sociétales, des ruptures multidimensionnelles, des ruptures au niveau du travail, des ruptures au niveau des relations interpersonnelles, des rapports humains, bien évidemment, des rapports au travail, du rapport à la consommation, du rapport, je dirais, et à l'environnement, bien évidemment, des rapports que nous, on appelle multidimensionnels. Pourquoi? Parce qu'on sait pertinemment que les problématiques de beaucoup d'organisations vont être faites à rude épreuve. Alors, je n'ai pas envie de parler des PMI, je suis désolée pour elles, ce n'est pas mon problème. D'accord? J'ai envie de vous parler, moi, par contre, des PME, des TPE, de l'infoprenariat, des libéraux, des TPE, des artisans, de toutes les personnes, effectivement, qui sont elles-mêmes, je dirais, le fruit de leurs résultats financiers. Alors, on sait qu'à partir du mois d'avril, on va nous annoncer, nous, en termes de nos confédérations professionnelles tout azimut au niveau national, une hécatombe de licenciements, puisqu'on a déjà reçu les courriers, qu'on va avoir les premiers chiffres à partir de fin avril. Donc, on sait que sur le plan économique, cette pandémie va occasionner et enregistrer un nombre conséquent de dépôts de bilan, de cessation d'activité et de situations très lourdes. Pourquoi? Une vague de licenciements, une vague de chômage partiel, une vague exponentielle de chômage de masse pour toutes les personnes qui étaient habituellement en contrat saisonnier, pour tous les permanents, pour tous les intermittents du spectacle, pour tous les permanents du tourisme, de l'hôtellerie, des secteurs effectivement de la gastronomie, de l'événementiel. Il va avoir une conséquence économique très lourde. Et là, je ne suis pas du tout dans le fait de brosser du noir, je suis en train de vous brosser une réalité économique qui va vraiment avoir un impact sur notre société humaine au niveau sociétal, bien évidemment. Maintenant, si on regarde au niveau de tout ce qui va toucher des conséquences sur le revisité, on va avoir deux champs qui vont vraiment se diviser. Peut-être un troisième, je vais y mettre quand même quelques aspects très ludiques, parce que il me semble à un moment donné que je ne voudrais pas vous alarmer.
Nous, on s'y attend, on le sait, on est prêt en tant qu'expert. Et on a déjà eu des réunions qui nous demandent effectivement d'anticiper l'après-confinement parce qu'on va être sollicité d'une manière, je pense, très grave. On a une partie, alors ne soyez pas choqués par le terme sociologique, économique que j'emploie, ce n'est pas moi qui l'ai créé. Sur le plan technique, je ne peux pas revisiter mon discours, je ne peux pas revisiter ma sémantique est la mienne, mais je ne peux pas employer un mot à la place des autres. Une chose est sûre, c'est que quand on vous parle de masse collective, on comporte tous les êtres humains d'un certain pays, d'un certain territoire. Donc, si on prend sur la masse collective, sans parler de la loi Pareto, qui parle du 20% qui était jusqu'alors à 80%, je sors la loi de Pareto, et donc on va parler effectivement qu'il y a une partie de ces citoyens, j'ai envie de dire, pas seulement sur la France, sur les pays d'Europe et plus, et la Suisse qui fait pas partie de l'Europe, mais étant très souvent en Suisse, je la compte effectivement, bien évidemment, en rapprochement de nous, on va avoir une partie de prise de conscience, me semble-t-il, qui va être extraordinaire, mais vraiment que j'espère grandissante, que j'espère exploser. Mais je voudrais pas être trop dans l'utopie. Je souhaite réellement que cette prise de conscience favorise et que ce confinement puisse permettre à énormément de personnes après confinement de modifier complètement leur stratégie comportementale. J'en rêve énormément. Je pense que le fait de s'être rendu compte que, en dehors des problématiques de précarité, bien évidemment, mais qu'on peut consommer différemment, qu'on peut consommer local, qu'on peut revisiter notre planète, qu'on peut reprotéger notre environnement, qu'on peut vraiment revisiter toutes les personnes qui sont dans ce pouvoir obsessionnel de vendre des prestations qui sont uniquement pour faire du fric, pour faire sans se préoccuper du devenir des gens, j'aimerais vraiment que cette prise de conscience se multiplie en faveur de nos territoires, se multiplie par rapport à la protection de notre environnement et aille dans le sens, j'ai envie de dire, d'une révolution comportementale de conscience élevée, que nous sommes chacun co-responsables de ce devenir. Et je reviendrai pourquoi c'est si important pour moi. Je crois qu'il est temps que les êtres humains se comportent en adultes et arrêtent de se comporter en grands adolescents. Pourquoi? Parce que nos enfants, nos jeunes, qui n'étaient déjà pas à l'aise dans cette avant-pandémie et sur les écosystèmes qu'on était en train de leur offrir. Mais vous croyez que maintenant, nos jeunes, ils sont pas alarmés? Mais qu'est-ce qu'on leur laisse? Donc, il revient de notre co-responsabilité, de notre sens des responsabilités, d'œuvrer et que cette pandémie, sur le plan économique, puisse bouleverser et vraiment nous faire réfléchir sur nos schémas de consommation. Et là, je pense que ça serait extraordinaire. Alors, je veux vous le dire vraiment parce que je le dis avec mon cœur, je le dis en tant qu'humaniste, je le dis en tant qu'idéaliste et je le dis en tant que socio-analyste. Je rêve effectivement que cette prise de conscience se développe de manière géante parce que je pense que chacun d'entre nous, nous avons une carte à jouer. Arrêtons de courir dans tous les sens. Reprenons complètement le cœur même de notre décision d'acteur. Reprenons en conscience ce que nous voulons, ce que nous voulons plus et ce que nous voulons bâtir pour nos jeunes en devenir. Revisitons tout, notre école, notre façon de conduire nos jeunes, notre façon nous-mêmes de grandir, notre façon de nous comporter, notre façon de consommer. Et là, je pense que nous allons construire avec des vecteurs qui seront sains un nouveau monde, bâtir un nouveau monde où on va sortir de cette société qui est malade, de sortir de cette société qui est en train de se déshumaniser, de cette société qui avait complètement oublié que le capital humain est bien la seule ressource au monde qui vaille la peine d'être promotionnée, d'être valorisée, d'être reconnue. Et j'espère sincèrement que vous comme moi, nous allons continuer à poursuivre, quelle que soit la sortie de ce tsunami, cette volonté vraiment
efficace de contribuer chacun de nous à notre petit niveau à modifier complètement l'aspect sociétal pour que nos enfants et que les enfants des générations futures puissent vraiment s'établir dans une société de sens, dans une société humaine, dans une société où nous n'aurons peut-être plus de CDI, où peut-être le travail va changer au niveau archétypal, mais où les activités, où l'humain dans ses talents, où l'humain dans ses passions va vraiment pouvoir s'exprimer à son plus haut niveau. Et là, l'humain aura repris sa place. Et j'espère vraiment que tous ceux qui abusaient de toutes ces personnes naïves pour vendre, pour créer des besoins éphémères, vont être ralentis dans leur intentionnalité que je trouve vraiment pervers. Je le souhaite de tout mon cœur. Et puis, on va avoir une deuxième partie de la masse. Et là, cette partie de la masse, je suis désolée de vous le dire, elle ne va pas changer du tout. Elle va vouloir vivre exactement avec l'avant et elle va tenter de reproduire les mêmes schémas, continuer les mêmes activités, les mêmes raisonnements. Elle a fait un focus avec un arrêt sur image, sur sa vie, sur ce qui se passe, et elle va reprendre les choses sans pouvoir se remettre en question de la moindre parcelle qui soit. Il faut vous y attendre. Je serais bien incapable, comme personne sur cette planète serait incapable de vous chiffrer des pourcentages, autrement fuyez, c'est un guignol, il vous ment. Mais nous savons que nous allons avoir une partie des citoyens qui vont rester exactement fidèles à leur obscurantisme, à leur égoïsme, à leur égocentrisme. Et nous, professionnels, on a une autre partie de la population, je ne vais pas vous mentir, qui nous inquiète profondément, profondément, sur lesquels on est sur le pied de guerre. Et je mesure mes mots et je pèse l'impact des mots que je viens d'employer. Nous nous attendons, nous concernant, à être vraiment aux premières loges d'une épidémie de burn-out. Le fléau était déjà commencé, puisque moi je ne les compte plus avant la pandémie. Les centaines de burn-out que j'accompagne, je ne vous parle même pas des suicides, puisque depuis 2 ans j'en ai un par semaine, mais je pense que là, nous allons nous partir. C'est pour ça que nous réfléchissons avec les cellules d'urgence et la cellule et donc les personnes concernées qui sont au premier plan. Nous commençons à réfléchir aux stratégies à mettre en place pour préparer vraiment l'accompagnement de cette hécatombe, parce que nous l'attendons et nous savons pertinemment qu'il a touché une partie de nos citoyens. Lesquels? Ceux qui sont au front depuis le début, parce qu'ils vont arriver dans un état d'épuisement. Voilà, je vais vous expliquer pourquoi quand on va aborder le côté médical, puisque là on est sur le côté économique au niveau sociétal. On va avoir les personnes qui, effectivement, ont subi des choses dramatiques pendant le confinement et qui se sont vraiment retrouvées vulnérables, fragilisées et qui vont se retrouver dans des angoisses, dans des mécanismes et dans des schémas internes de fragilité constante. Et on va avoir, effectivement, c'est dur de le dire, mais personnes qui étaient déjà fragilisées sur le plan psychologique, sur le plan pathologique et psychiatrique, et qui vont amplifier les phénomènes de dysfonctionnement. Un exemple, désolé, je parle d'eux, mais c'est le public que j'aime le plus, donc c'est comme ça. À chacun ses affinités dans la vie. Les pompiers, d'accord, les pompiers que j'aime inconditionnellement et avec qui je suis en permanence, sont victimes de plus en plus d'agressions pendant ce confinement. Alors là, chercher l'intrus, même moi, je ne peux pas y répondre. On est désolé, je suis appelée de plus en plus et on a, effectivement, je fais partie de beaucoup de groupes de pompiers fermés au public, sachez-le. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On a des pompiers qui se font agresser en inter, agresser, caillouter, voler, blesser, insulter. Et là, on se dit, ah, mais où est-ce qu'on va? Donc on voit bien que sur le plan sociétal, on voit une partie de dysfonctionnement
où on va être amené à rencontrer des personnes qui vont réveiller des tendances et des états latents au niveau psychiatrique, au niveau pathologique. Et là, il faut vraiment être prêt. Donc ça aussi, ça montre bien qu'on avait déjà un petit peu basculé dans des strates de violence et de dysfonctionnement comportemental, mais sachez qu'on va avoir une partie qui va être vraiment amplifiée et sur lesquelles on nous demande effectivement, après confinement, d'accepter de poursuivre nos engagements pour accompagner tous ceux qui seront au front et qui vont être victimes de ces agressions. Maintenant, on va parler au niveau médical. Alors, j'aimerais vous alerter, d'accord? Qu'est-ce qui va se passer à partir du 11 mai? On va avoir un déconfinement progressif, bien sûr, même si on vous fait croire qu'il est complètement total. Il va être progressif. On a des règles élémentaires, je ne vais pas en débattre, moi je n'ai pas à poser mon avis là-dessus. Je veux juste vous alerter, partager avec vous certaines choses. Je sais déjà, parce que bon, je suis submergée d'interventions en Skype, et de familles qui m'appellent. Et je crois que beaucoup de personnes sont en train déjà de confondre le déconfinement partiel avec le retour à la liberté. Et j'aimerais vous alerter parce que le déconfinement, sachez-le, qui était quand même décidé à la lumière d'une priorité économique, je vous le dis, d'accord, économique. Elle n'a pas été décidée au niveau priorité médicale. Nous sommes sur deux lectures, deux critères, deux causes complètement différentes qui engendrent des orientations différentes. Néanmoins, étant donné qu'elle a été choisie sur des priorités économiques, dites-vous bien une chose, que l'aspect médical et les contraintes médicales risquent, elles, d'être complètement amplifiées et que nous pouvons, et nous ne sommes pas à l'abri, d'avoir une deuxième vague qui va s'étendre sur le territoire. Pourquoi? Déjà une, parce que nous n'avons pas effectivement assez de tests, du moins quand je dis assez, ils ne sont pas assez fabriqués. Nous n'avons pas assez de masques. Alors oui, je sais, un pays producteur comme la France, on mettra juste un point d'exclamation et je ne veux pas m'aventurer sur ce débat, même si j'ai moi-même, effectivement, comme vous tous, certains avis qui n'intéressent personne d'ailleurs. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que oui, je suis obligée de vous le dire, vous avez une partie de vous, de vos reprises qui va être en danger. J'ai pas le droit de vous mentir. Je peux pas vous raconter d'histoire. Pourquoi? Je pense à des sociétés qui m'ont appelé, qui attendent encore les masques, qui attendent encore, je dirais, tout le nécessaire qu'ils n'ont pas. Voilà. Donc, on a une reprise qui se fait sur des différents niveaux et on a quand même une partie des actifs, qu'on soit dans le privé, qu'on soit dans le public, qu'on soit dans l'associatif et le bénévolat. On a une partie du public, oui, qui appréhende totalement parce qu'ils savent pertinemment qu'ils vont se retrouver en danger et ils vont se retrouver peut-être eux-mêmes porteurs du virus. Ils vont peut-être l'attraper parce que toutes les clauses incontournables sur le plan médical ne sont pas prises à la priorité du système du choix économique. Voilà. Donc, je voudrais vous inviter à comprendre qu'après le 11 mai, je vous implore vraiment, pour vous déjà, pour vos familles, pour vos collègues, pour vos collaborateurs, pour vos enfants, de prendre toutes les mesures qui s'imposent pour continuer, malgré le déconfinement progressiste et progressif, je dis bien les deux, de vous inviter à prendre toutes les mesures qui vont s'imposer. On a fait un choix de rouvrir l'école. J'ai beaucoup de personnes qui reprennent le chemin professionnel dans les écoles où ils travaillent, dans les lycées, dans les collèges. On a effectivement des établissements qui ont été réquisitionnés. Donc, je salue aussi mes amis qui sont à la tête d'établissements privés et qui ont été réquisitionnés pour les soignants par rapport à leur établissement. Et je les salue de tout mon cœur et je les honore. On a quand même énormément de personnes professionnelles qui travaillent dans les écoles, que ce soit les ATSEM, que ce soit les aides, les dames de la cantine. Je ne parle pas seulement des professeurs qui sont en danger et qui vont, à un moment donné, être en contact avec des enfants.
Au niveau psychologique, au niveau sociologique, au niveau de la socio tout pure, vous ne pourrez pas intervenir sur des champs d'activité des tout petits parce qu'un tout petit n'a pas la possibilité neurologique de dépasser un quart d'heure en termes de concentration si on ne change pas d'activité. Donc, comment voulez-vous que les petits arrivent à rester dans des phénomènes de stabilité qu'on va leur imposer? Donc, on voit bien, si je prends le BTP, si je prends le bâtiment, si je prends tous ces milieux qui ont des charges très très lourdes, comment voulez-vous quand vous portez des morceaux de matières premières qui font 1 tonne ou qui font 500 kilos, vous êtes à 2, vous pouvez être à 3 pour le porter, vous êtes obligé pour une raison, je dirais, d'équilibre et de répartition de charges, d'être à plusieurs de proximité. Donc, je ne vais pas vous dépeindre tous les métiers, voilà, qui font la reprise. On va se retrouver, ben voilà, en toute, voilà, pas impolitesse parce que c'est pas le genre de la maison, mais on va se retrouver dans un foutoir phénoménal, mais avec des risques qui vont être vraiment amplifiés. Donc, vous voyez bien que je ne vous parle pas de catastrophisme, je vous mets juste en éveil parce que je veux vous dire combien tous ceux qui vont reprendre vont se retrouver dans des situations inédite. Ce qu'il est important de comprendre, c'est que nous sommes devant l'inédit. Nous sommes devant un changement de paradigme mondial. Nous sommes dans un changement de sens. Nous sommes dans un changement radical sur le monde du travail, sur la façon d'appréhender la vie. Et dites-vous bien que ça ne sera pas terminé en fin mai. Je suis peut-être désolée de vous le dire, mais je peux vous dire qu'on ne va pas se ressortir comme ça en un mois. Et je pense que peut-être que certains pensent déjà à leurs vacances. Ben, tant mieux pour vous, j'en suis ravie. Je vous mets juste en alerte et je vous mets en veille. Je crois qu'il est vraiment intéressant de comprendre maintenant que nous sommes devant des phénomènes qui sont de l'ordre de l'inconnu, de l'inédit, et que nous allons devoir apprendre à vivre dans les mois et dans peut-être les années qui vont suivre sur le mode si difficile au commun des mortels qui s'appelle l'incertitude. Ça veut dire que demain, pour s'en sortir dans ce tsunami, dans ce déconfinement, dans cette pandémie qui n'est pas finie, n'imaginez surtout pas qu'elle est finie, car nous allons avoir une deuxième partie, croyez-moi, qui s'appelle l'après-confinement et qui va être très difficile à réguler, très difficile à appréhender et qui va nous amener, chacun d'entre nous, à vivre dans un modèle que la majorité refuse parce qu'ils sont dans une insécurité mentale et que la seule zone de confort qui les alimentait, c'était de rester dans leur cadre de sécurité. C'est terminé, messieurs, dames. C'est terminé. Ça va voler en éclats. La seule possibilité d'arriver à jongler et de manager votre vie en tant qu'entrepreneur, de votre vie, pas entrepreneur uniquement en termes professionnels, en tant qu'entrepreneur, acteur de votre vie. C'est d'arriver à développer une flexibilité comportementale qui va être capable de vous faire naviguer par n'importe quel temps, d'avoir une réactivité phénoménale et d'accepter que votre certitude de nos mois à venir sur le plan sociétal, sur le plan économique, sur le plan de l'humain, c'est d'accepter de piloter dans l'incertitude. Alors ceux qui ont besoin, mais vraiment de se sentir dans un cadre de sécurité à tous leurs niveaux, si vous voulez pas souffrir, je vous invite vraiment à commencer avant le 11 à mener des pistes de réflexion personnelle sur qu'est-ce qui dans mon comportement est déjà à engendrer un balbutiement de modification comportementale parce qu'autrement je vais tomber dans un stress récurrent, donc somatisation. Je vais tomber, si j'ai du stress récurrent, dans des symptômes psychologiques, somatiques, vraiment des symptômes de malaise, d'irritabilité, de physiologie, de biologie modifiée, de fabrication de cortisol sans œufs, qui va empoiser mon système immunitaire
et qui va peut-être me conduire, si je ne me ressaisis pas, à un burn-out, épuisement total. Et vous pouvez me dire, moi je suis fort mentalement, je vous dis, erreur. C'est le corps qui aura le dernier mot. Si votre corps il est trop épuisé parce que vous ne lui donnez pas son incontournable nécessaire sur le plan biologique et sur ce que les ondes cérébrales et l'alpha en priorité doit produire naturellement pour vous mettre dans un état de relaxation dynamique et vous poser, vous serez en danger. Et plus je suis irrité, plus je suis inquiet et plus j'éclabousse mes enfants. Et je vais en venir à vos enfants. Nombre de parents m'appellent depuis le début du confinement, pas la première semaine. La première semaine, on est content, la famille est réunie. Bon, je parle pas des traquées mentales qui sont tombés dans des excès de violence ou qui ont commencé à taper leurs femmes et leurs enfants. Là, je pense que c'est de la psychiatrie et une thérapie très lourde qu'il faut absolument leur imposer sans leur demander leur avis. Donc, je parlerai pas de cela. Je pense pas qu'ils soient là de toute façon. On va parler effectivement des familles entre guillemets, même si elles sont un peu excitées, même si elles peuvent aller s'emballer un peu, c'est pas un souci, mais qui passé la première semaine ont commencé à m'appeler en me disant Cathy, je vais m'énerver. Madame Labarre, je pense que ça va aller mal, quoi. Il ne va pas aux vidéos pour les cours. Il ne bouge pas de sa chambre. Il ne quitte pas les réseaux sociaux. Il est jusqu'à 2 heures du matin en train d'échanger. Qu'est-ce que je peux faire? Et donc là, on voit bien que ce que les parents n'ont pas pris en considération, c'est que vos jeunes, vos pré-ados, vos ados ont des peurs. Mais vous ne le savez pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne vont pas vous les partager. Ils ne vont pas vous les manifester. Mais qu'est-ce que notre société, qui déjà n'était pas mirobolante, leur envoyait déjà en termes d'instabilité, en termes de devenir vraiment moche, en termes d'obsédé d'un capitalisme vraiment qui est complètement dépassé. Et donc là, on est en train de leur offrir un monde qui est en train quasiment dans leur regard, qui n'est pas encore forgé d'esprit critique, qui n'a pas encore intégré l'esprit de discernement. On est en train de leur montrer un monde qui ne sait pas où il va, un monde qui n'a peut-être pas de devenir. Comment vous voulez que vos jeunes ne jouent pas cette parodie à un moment donné de vous provoquer parce qu'ils ne vont pas vous dire qu'ils ont peur. Ils ne vont pas vous dire qu'ils ont de l'angoisse. Alors ils font comme ils peuvent. Ils sont un peu plus agaçants que d'habitude. Ils vont plus s'énerver. Et ce que vous ne comprenez pas, c'est qu'ils ont peut-être aussi très peur de demain, très peur de ce devenir. Donc essayez d'être un peu plus compréhensif et dites-vous bien que si vous êtes angoissé, vous ne pouvez pas avoir le discours vraiment complètement grotesque de dire à votre enfant, s'il te plaît chérie, aie confiance en toi. Regarde, il faut que tu crois en la vie. Alors vous répétez à table peut-être ou lors des discussions avec votre conjoint, mais qu'est-ce qu'on va faire de notre devenir? Mais j'ai peur pour l'avenir, comment on va s'en sortir? Et vous demandez à votre jeune de croire en cet avenir. On ne peut, en termes de congruence, en termes de mimétisme, en termes de subjectivité, qui est à 80% chez un être humain, et sur les modèles neurologiques qui sont les nôtres, on ne peut amener aux autres uniquement le fruit de ce que nous sommes, pas seulement de ce que vous êtes en train de dire. Si, à un moment donné, vous êtes inquiet à l'intérieur, vous avez peur du devenir, vous avez peur d'attraper le virus, et vous dites à votre enfant, ça va aller, il y a quand même quelque chose à modifier. Vous voyez bien que l'écart, il est significatif et que votre jeune, qui est vraiment mais un imperméable fabuleux, va absolument absorber complètement ce que vous lui envoyez. Non pas ce que vous dites, mais ce que vous envoyez sur le plan émotionnel. Donc plus on va se fortifier soi et plus on va amener à notre jeune, lui aussi, d'être rassuré pour son devenir. Alors on va parler maintenant des stratégies que je vous conseille. Donc, je synthétise ce que j'ai dit. Nous avons effectivement une pandémie, d'accord? C'est-à-dire que là, on est touché au niveau mondial. Nous sommes sur des changements de paradigme mondiaux. Nous sommes engendrés et nous sommes en termes de prospectivisme sur des mutations sociétales au niveau du travail, au niveau
d'une nouvelle précarité. Je sais, c'est dur à entendre, mais nous allons avoir des personnes qui vont connaître non pas seulement le chômage de masse comme jamais on l'a encore franchi, mais qui vont avoir une précarité comme on ne l'a pas connue depuis des années. Nous allons avoir une modification du sens du travail, une modification du rapport économique, une modification à notre environnement. Donc on est bien sur une révolution sociétale que nous n'avons jamais connue jusqu'alors. Alors vous pouvez me dire, oui, on a déjà eu la grippe, l'épidémie de grippe espagnole qui a fait tant de morts. Oui, mais tout ça, on le sait. Moi, je vous dis non. D'accord? On est devant un virus qui a des caractéristiques complètement différentes du reste. Complètement. Une, on n'a pas de vaccin. Deux, on n'a pas de recul. Trois, les avis mondiaux de la recherche sont complètement différenciés. Quatre, une chose que personne n'a encore compris au niveau de la recherche, c'est que automatiquement, il a une rapidité de se répandre avec une intensité qui dépasse tout ce qu'on a pu connaître aujourd'hui en termes de recul. Donc on est sur une phase, je vous l'ai dit, d'inédit, sur lesquels on n'a pas de recul, sur lesquels on n'a pas non plus d'avenir, sur lesquels on pilote la certitude dans un monde d'incertitude et qu'on vague complètement tous les jours avec un flux tendu. Donc on est vraiment sur une modification mondiale, sociétale, qui va être très complexe. Je préfère vous le dire, ça va être très complexe. L'après-confinement va nous faire entrer dans une période sociologique que personne n'imagine, qui va être d'une complexité de chaque instant. Et c'est là qu'il est intéressant de vous dire, sur l'extérieur, je ne peux pas agir. Ni moi, je n'ai aucun pouvoir. Par contre, sur mon monde intérieur, je peux agir comme je veux, parce que le seul maître qui existe au monde, c'est votre moi intérieur. Le reste, c'est du pipeau. Les maîtres, c'est du pipeau. On peut avoir des mentors, mais les maîtres, c'est du pipeau. D'accord? Parce que tant qu'on est un être humain, on n'est rien d'autre qu'un être humain. Avec des échelles, avec des compréhensions, avec des connaissances différentes. Ça, je vous l'accorde. Mais le seul maître qui existe, c'est vous. Et donc, ça veut dire quoi quand je dis ça? Ça veut dire que la seule chose que je vous invite à prendre en charge, c'est votre modification pour vous préparer. Alors que vous soyez bac plus 10 ou que vous soyez bac moins 10, on est tous sur le même rang. Et ça, c'est fabuleux. Pourquoi? Parce que pour traverser une période aussi complexe que la nôtre, on ne peut pas la traverser intellectuellement. On peut se servir intellectuellement du comprendre, qui est un concept très intéressant, parce qu'une fois qu'on a compris sur le plan cognitif, on est en capacité de modifier nos chemins neuronaux. Par contre, ça s'arrête là uniquement. On peut par contre travailler complètement sur des techniques de corporalité. Et là, je vais vous le dire, des raccourcis pour vous aider, pour protéger votre système immunitaire, pour protéger votre irritabilité, pour diminuer vos angoisses, pour apprivoiser vos peurs, il n'y a qu'un chemin. Un seul, vous m'entendez? Et je me forme avec les Américains les plus pointus au niveau des recherches du cerveau. J'ai bien répété, j'ai dit avec les Américains qui sont à la pointe des recherches du cerveau. Je ne me forme pas en France. Donc, ce qui est important, et quand je vous parle de communauté scientifique de la recherche, c'est sur le plan neurologique. C'est pas sur autre chose. Ne confondons pas les degrés. Et ce qui est important de comprendre, c'est qu'au niveau neurologique, seules les techniques de corporalité vont vous aider. Pourquoi? Parce que votre cerveau produit des ondes complètement différentes. Je vais faire très court, d'accord? On a l'onde bêta, on a l'onde θ, on a l'onde delta, mais moi je vous parlerai uniquement de l'alpha. L'alpha est une onde cérébrale qui est produite par la biochimie du cerveau. Elle est complètement naturelle. Et chaque fois qu'on fait une technique de corporalité, alors je note et je nomme, qu'est-ce que j'entends par technique de corporalité? Je ne vous parlerai que des miennes, d'accord? Je n'ai pas la science infuse, je ne peux pas parler de ce que je ne connais pas, je ne m'y autorise pas. On a la sophrologie, la reine, qui a toutes ses lettres de noblesse. On a la relaxation dynamique,
qui est inférieur mais qui est déjà très bien. On a la méditation, mais la méditation n'est pas accessible à tout un chacun. On a également le yoga et on a énormément d'outils de corporalité. On a l'EFT clinique qui est exceptionnel. Et on a la cohérence cardiaque exceptionnelle et la cohérence et la respiration abdominale. Ces outils que je viens de vous nommer sont les outils de l'excellence de la corporalité. Pourquoi? Parce qu'ils vont vous amener à produire naturellement des ondes alpha. Les ondes alpha nous permettent d'arrêter notre discours mental et quand on est en ondes alpha, notre système immunitaire va récupérer, nos cellules vont récupérer et on arrête de produire la biochimie du cortisol qui effectivement va détruire complètement notre système immunitaire quand il est de manière récurrente, anxieux, géré par le stress ou par des peurs ou par des angoisses ou par des craintes. Donc, ce qui est important pour vous avant le 11, moi je vous invite à réfléchir à l'écrit, il n'y a que l'écrit qui est intéressant, de poser ce que vous craignez le plus et de vous donner un objectif d'évolution, de croissance et vraiment d'essayer de trouver une technique, d'essayer de trouver vraiment quelque chose de très très important pour vous qui vous permette de retrouver un mode alpha. Alors je le dis en live, Brigitte ne le sait même pas. Je suis même prête à prendre de mon temps en fonction des différents engagements que j'ai au niveau de toutes les cellules d'urgence pour vous offrir à ceux qui sont dans ce live une séance, Brigitte, je te le dis, je le dis ouvertement, guidée par moi-même en sophrologie pour vous amener à vivre en direct les ondes alpha qui vont vous permettre d'apaiser complètement la machine corporelle. Voilà, je m'y engage. À nous ensemble de définir la date et je le ferai volontairement et voilà ce que je vous offre après ce live en cadeau. Donc voilà, je pense, je pourrais parler jusqu'à minuit, jusqu'à 2 heures du matin parce que j'ai tellement de choses à partager avec vous, mais je voudrais prendre vos questions, je voudrais prendre effectivement tout ce que vous avez à me poser comme question, essayer d'y répondre le plus humblement possible. Je vous remercie de votre attention. J'espère que j'ai abordé avec toute humilité un minimum ou un maximum de réponses qui étaient attendues par vous. J'espère de tout mon cœur que vous allez vraiment essayer de mettre en œuvre ce partage en conscience et que vous allez appréhender ce post-confinement avec lucidité, avec clarté et avec un désir intense de bâtir avec moi, avec tous ceux qui sont dans cette dynamique, un lendemain sociologique et sociétal à l'image de ce qu'on rêve pour nos enfants. Propre, éthique, déontologique, où l'humain revient au cœur des systèmes organisationnels. Parce que l'humain, quand il est sur son chemin, c'est la personne et c'est le capital le plus précieux, le plus merveilleux. Vraiment, je vous remercie de tout mon cœur. Je prends vos questions. Alors, je vous laisse écouter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. N'hésitez pas à me les mettre dans le chat. J'essaierai vraiment mode alpha. Mieux que ça, Fred. L'alpha est l'onde de la relaxation. L'alpha est l'onde qui va nous permettre d'avoir un esprit beaucoup plus clair. On va retrouver également un esprit d'analyse. On va retrouver une certaine forme d'inspiration. On va retrouver une conscience détachée par rapport à des choses qui pourraient nous embarquer émotionnellement. Et donc, ce qui est très intéressant, l'alpha comme la theta vont agir également à certains niveaux de régularité, bien évidemment, c'est-à-dire tous les jours quand on la pratique. Elles vont nous permettre aussi de diminuer des douleurs chroniques que les personnes peuvent avoir et elle va renforcer le système immunitaire. Oh Christophe, que je suis heureuse d'être là, Denise, je suis heureuse. Oui, oui, je vais vous offrir, voilà, je m'y engage. Ce n'est pas uniquement une parole vaine. Je m'engage, voilà, à prendre
et nous le ferons en live si vous voulez. Et nous vivrons une séance en live de sophrologie pour vous offrir et vivre en live avec moi le mode alpha. Sachez qu'une séance qui est vécue avec moi, c'est quasiment entre 1 jour et 2 jours de bien-être parce que les effets perdurent, puisque le fait que je vous amène en posture onde alpha, on va automatiquement modifier déjà et instaurer le réveil de certains schémas que nous avons en nous qui sont enfouis alors qu'on les a naturellement. Donc voilà. Alors, si j'ose dire les métiers dont je fais partie, on s'est rendu compte qu'on était... Alors, je ne sais pas quel métier vous avez, Fred. J'aimerais bien le savoir. Est-ce que vous êtes dans les hôpitaux au niveau cuisine? Dites-moi, Fred. Si je ne suis pas indiscrète, hein, bien sûr. Donc, merci pour les messages. Je crois que ce qui est important, c'est qu'on est tous importants. On est tous importants. Ce qu'on a oublié, c'est qu'en France, on fonctionne sur un archétype sociologique qui fait un dégât phénoménal en management dans les rapports humains, qui s'appelle l'archétype sociologique de la représentation sociale et qui reconnaît les êtres humains non pas sur leurs valeurs humaines, mais qui correspond à des critères sociologiques qui sont déjà déterminés. Et si vous répondez pas aux critères, alors je vais vous donner les plus grands, hein, faut être minimum bac+5, faut être catégorie 1, faut être ci, faut être propriétaire de telle maison, dans tel quartier, faut gagner tant. Et si vous répondez pas à mes critères d'éligibilité, automatiquement, je vais vous ignorer. Et j'espère que cette crise qu'on est en train de traverser va redonner un petit peu de baume au cœur, de comprendre que nous sommes tous importants. Comme tous les membres de notre corps, notre tête joue un rôle, nos mains jouent un rôle, nos bras jouent un rôle, nos pieds jouent un rôle, mais tous nos membres, tous nos organes, toutes nos cellules, tous nos muscles, tous nos os sont effectivement dans une systémique incontournable pour œuvrer à notre bon fonctionnement. Eh bien, tous les métiers, il n'y a pas de sot métier. Il y a des individus qui sont dans une société professionnelle et on devrait reconnaître tout le monde, valoriser tout le monde et pas seulement quand on traverse des pandémies. C'est pour moi très important. Alors, je pense bien sûr que vous pourrez revoir cette vidéo puisqu'elle va être enregistrée. Brigitte va la récupérer et vous pourrez bien évidemment la voir également et la voir en replay, je pense. Voilà. Hein. Ah, je suis heureuse. Ah, Fred. Ah, c'est incroyable. Donc, je suis heureuse si vous avez déjà suivi une formation avec moi. Merci Ingrid, moi aussi je suis heureuse et mes groupes me manquent, sachez-le, ceux qui sont là et qui sont suivis par moi dans mes groupes, vous me manquez, sachez-le, vous me manquez beaucoup aussi. Notre rendez-vous, j'ai envie de dire hebdomadaire, me manque, voilà. Heureusement, je vous avais donné l'opportunité de participer pour Noël à la vision des changements de paradigmes mondiaux et sans le savoir, je vous avais déjà préparé. Donc, alors, est-ce que Brigitte, tu as quelque chose à demander? Oui, Franca, bien évidemment. Je pense qu'il faut une vraie prise de conscience. On sait de toute façon que c'est de lui. Ah, Didier, quel bonheur, mais quel bonheur. Voilà. Quel bonheur de te voir. Je suis ravie que tu sois là, honorée. Voilà. C'est vrai que peut-être vous connaissez pas mon ami Didier Don. C'est quelqu'un qui a un respect profond des femmes. C'est un ancien champion, donc c'est quelqu'un que j'aime énormément. Il a une salle de sport à Toulouse, sachez-le. Et c'est vrai que j'avais proposé à Didier pour le live que j'ai fait, vous le savez pour ceux qui l'ont suivi, le live que j'ai fait pour essayer d'apporter de l'aide
aux enfants battus, aux femmes battues pendant le confinement. On l'a fait trop tard, mais je voulais que Didier, qui est la personne idéale pour partager ce live avec moi, j'aurais beaucoup aimé qu'il soit avec moi pour qu'il puisse, vous, en tant qu'homme, en tant que boxeur professionnel, en tant que patron de salle de sport de boxe, je pense que les deux, on aurait fait un binôme en live extraordinaire parce qu'il aurait pu vous apporter des choses que moi, je ne peux pas. Moi, je voulais apporter à mon niveau de compétence. Je pense que Didier avait des choses extraordinaires à vous apporter. Mais comme j'ai dit à Didier, ça sera pour la prochaine fois. Donc voilà, merci Nancy, merci d'être là. Christophe, heureuse que tu sois là. Mélissa, voilà, donc de voir vos noms ne m'apporte que du bonheur. Bénédicte, je suis dans un grand bonheur, voilà. Bonjour Fabio. Certaines personnes, je les connais pas, mais je vous salue sincèrement. J'espère que ça vous a aidé. Donc, je vous le dis honnêtement, avec Brigitte, on va vite voir la date du live, très très vite, et on va vite la mettre en place. Le but du jeu, c'est que vous ayez un vécu incorporé au niveau de votre corps avant le déconfinement pour que vous sentiez complètement en harmonie et que ça fasse baisser vos craintes, vos angoisses, vos peurs, afin de vous aider le mieux que je peux. Vraiment le mieux que je peux. Oui, bien sûr, Denise, bien évidemment. La sophrologie est pour moi un outil exceptionnel, d'accord. Alors moi, j'ai deux spécificités en sophro, lors de mon cursus universitaire. J'ai préparation de sportifs au niveau, préparation des femmes à l'accouchement également, que je me suis jamais servie parce que je ne le veux pas. Je crois que c'est important de pouvoir, pour les petits, la sophrologie pour les enfants n'est pas du tout la même, Denise, que la sophrologie pour les ados et pour les adultes. On ne peut pas demander à un tout petit de pouvoir rester assis en posture. Par contre, on a des outils en sophrologie pour le tout petit. Je les ai enseignés à des mamans en groupe, en formation. C'est extraordinaire. On a l'alliance du gâteau. On a vraiment des séances très ludiques, très pédagogiques, qui sont très appréciées et qu'on est fait sur les enfants TDAH assez impressionnant. Voilà. Donc oui. Moi je dis oui pour la sophro pour les enfants, à condition qu'on n'utilise pas les mêmes exercices et les mêmes séances que pour les adultes. Voilà. Donc je regarde si j'oubliais personne. Si vous avez une autre question, vu qu'il y a beaucoup de messages, je voudrais surtout pas ne pas répondre à une question. Je serais vraiment désolée pour vous et je pense que ça serait pas ça de ma part parce que vous êtes là et mon devoir c'est de répondre à toutes les questions. Donc j'espère que j'oublie personne. Je serai désolée. Voilà. Je pense qu'on va faire aussi live, je vous le dis, avec Mélissa. Donc Mélissa qui est là, qui nous écoute. Mélissa est une ancienne sportive que j'aime de tout mon cœur, avec ses deux cousines qui font partie aussi d'un de mes groupes que j'adore énormément. Ce sont des jeunes dynamiques, ce sont des jeunes qui font partie de mon groupe, ce sont des jeunes qui sont pilotés par moi et qui amorcent les changements de paradigme avant la pandémie. D'ailleurs, ma dernière intervention avant l'interdiction de présenter en public, elle a été faite avec L3, donc on a fait la dernière journée publique ensemble parce qu'on a fait toute la journée ensemble et j'aimerais également faire avec Mélissa un live où on pourrait effectivement, puisque Mélissa est une personne qui est diplômée de préparation mentale, ancienne footballeuse professionnelle, donc vous voyez que on n'est pas dans un amateur, on est dans un professionnalisme, puisque c'est moi qui le dis, ça veut dire que je le valide, et ceux qui me connaissent savent que avant que je donne mon feu vert en termes d'autorité et de reconnaissance, il faut que j'ai pu pratiquer les gens parce que je n'aime pas les guignols, je n'aime pas les amateurs incompétents, et je n'aime pas ceux qui jouent avec les gens quand ils n'ont pas réglé leur compte eux-mêmes et qui sont sur les modes réparation. Donc, je vous confirme que Mélissa, mon souhait,
c'est qu'on fasse un live toutes les deux également et que Mélissa puisse vous apporter, ce que je ne sais pas faire, mais que Mélissa, j'aimerais qu'elle fasse, au moins des techniques d'étirement basiques pour que vous puissiez, en complément des travaux que vous faites avec moi, que vous puissiez avoir des étirements qui sont vraiment, et je pense que Didier, s'il est là, va pas nous contredire, sont vraiment importants pour le corps. Voilà. Donc c'est important. Voilà. Donc je vous l'annonce également. Oui, Christophe, on va essayer de le faire très très vite. Oh Aurélie, quel bonheur. Quel bonheur de t'avoir. Je suis comblée de te voir. Donc la séance, on va la faire très 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 vite. Oui. Je regarde pour oublier personne. Nadège, merci. Donc, quand je dis vite, ça va être vraiment dans les jours qui suivent. Hein. Ça va pas être pour vous faire traîner. Voilà. Oui, donc Brigitte confirme hein, que la vidéo sera rediffusée. Hein. Merci Brigitte. Alors, à l'époque. Ça y est, Fred, c'est bon. Extra, ok. Donc, une parenthèse, Fred, est-ce que tu te rappelles, on avait un médecin qui était dans le groupe, un médecin qui avait un cursus et qui n'en pouvait plus, qui avait fait des études médicales, une femme extraordinaire, et qui en réalité rêvait de devenir poissonnière et qui avait intégré le groupe. Je ne sais pas si tu t'en rappelles, Fred. C'était assez extraordinaire. Donc vraiment, je vais vous dire au revoir. Je voudrais vous dire que je vous aime de tout mon cœur. Je voudrais vous dire que vraiment, essayez vraiment de croire en vous. Essayez d'être convaincu que même en période de tsunami, vous avez les outils intérieurs pour vraiment apprendre à vous protéger, à ne pas repartir sur les mêmes dimensions qui ont détruit l'être humain au profit de choses qui sont franchement obsolètes, qui relèvent de l'obscurantisme. Et donc, saisissons ensemble, mes amis, l'opportunité de rêve de bâtir une société nouvelle où nos enfants, où nos petits-enfants seront fiers et heureux d'y être. À très vite, mes amis. Et donc, je vous annonce à Brigitte très, très vite mes lives. Ça nous évitera les soucis en live sur Facebook. Nous aurons ensemble notre séance de sophrologie très, très vite. Et je vous promets de vous amener à vivre quelque chose d'extraordinaire, bénéfique pour votre système immunitaire et pour vous et pour vos proches.